Bien. Madame, Messieurs, mes chers collègues, il est 32. On a déjà 2 minutes de retard. C'est pas beaucoup, 2 minutes, mais ça fait 120 secondes, c'est déjà beaucoup plus. Donc nous nous réunissons ce jour pour 2 tables rondes relatives à la protection sociale des travailleurs indépendants outre-mer. Ces 2 commissions sont ouvertes à nos collègues venus en masse, nombreux, membres de la délégation aux Outre-mer, que je salue également. Ce sont nos collègues Annie Le Houerou, sénatrice de la Côte-d'Armor et membre de l'AMEX, et Victorin Lurel, sénateur de la Guadeloupe, membre de la Commission des finances et de la délégation sénatoriale d'Outre-mer, qui sont à l'initiative de ces 2 tables rondes. Leur intention initiale était plutôt que l'AMEX fasse un rapport sur le sujet. Le programme de travail de l'AMEX pour 2026 étant déjà, Mesdames, Messieurs, particulièrement arrêté et saturé, il nous a semblé plus opérationnel de réaliser ces auditions. Ces auditions sont totalement donc indépendantes des travaux en cours dans le cadre de l'AMEX de nos collègues présentes, Elisabeth Doineau et Solange Nadil, sur le dispositif LODEOM. L'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de Max Mathiasin, député de Guadeloupe, prévoit la remise au Parlement avant le 1er avril 2026 d'un rapport sur la protection sociale des travailleurs indépendants pour la France entière, mais en demandant un focus sur l'outre-mer. Nous sommes le 14 avril, soit près de 2 semaines plus tard, et nous n'avons toujours pas reçu ce rapport. Personnellement, ce n'est pas fait pour m'étonner, vous connaissez ma position sur le sujet. L'article 22 avait été supprimé par le Sénat en première lecture, non en raison d'une divergence de fond, mais parce que, par principe, le Sénat est contre les demandes de rapport, surtout qu'il sait que ces rapports ne viennent jamais. La loi donc doit toutefois être appliquée et le sujet est important, ce qui confirme donc la pertinence de ces auditions que nous organisons cet après-midi. Nos travaux donc font l'objet d'une captation télévisuelle diffusée en direct sur le site du Sénat, puis accessible en ligne. La première table ronde nous permettra d'entendre les représentants des travailleurs indépendants en Outre-mer et la seconde des représentants des administrations. Madame la présidente de la délégation aux Outre-mer, je vous donne volontiers la parole avant de continuer notre table ronde et afin que nous puissions ensuite discuter entre nous des différents sujets à l'ordre du jour. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, en ligne et dans cette salle. Donc, il est vrai que le sujet des travailleurs indépendants est assez particulier dans les territoires ultramarins, où on ne vous cache pas aussi qu'il y a beaucoup de complexité au niveau administratif d'une part, il y a beaucoup d'éloignement. À titre personnel, Saint-Barthélemy, bien que proche de la Guadeloupe, quand elle était commune de la Guadeloupe, avait beaucoup de difficultés à pouvoir être en relation avec la caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe. Et il y a aussi un problème de manière beaucoup plus large qui pousse un peu plus à aller vers le travail informel. Donc, il y a un vrai sujet. Il faut aider à accompagner les entreprises, les travailleurs indépendants. Et l'objectif de notre collègue Max Mathiasin, mais plus largement de tous les collègues, c'est de voir quels sont les mécanismes que l'on pourrait mieux comprendre les difficultés d'une part et voir comment améliorer ces situations et ne pas laisser d'épée de Damoclès, puisque chaque année, dans le cadre du PLFSS, nous avons un stress qui s'accumule. Les entreprises sont angoissées, stressées, les indépendants parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés. Donc l'idée, ce serait de trouver un dispositif qui soit beaucoup plus pérenne et qui puisse aussi de permettre au tissu
entrepreneuriale, d'avoir un peu plus de sérénité et de pouvoir se projeter dans l'avenir. Voilà un peu le but des travaux. Et je remercie le président de l'AMEX de m'avoir associé à cette table ronde. Merci, Madame la Présidente. Donc, les participants à cette première table ronde que je salue sont en présentiel. Donc, 3 représentants du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, Daniel Couillot, qui en est le président, Madame Valérie Copin, qui en est la vice-présidente, et Monsieur Olivier Mailbuot, le secrétaire général. Nous avons aussi en visioconférence Monsieur Virasamy, qui est le président du Sauvé-Nom d'entreprise guadeloupéenne et qui, selon ses statuts, a notamment pour objet la défense des intérêts des affiliés à tout régime de protection sociale des indépendants. Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence. Merci d'avoir accepté d'assister en visioconférence à nos travaux. Vous avez reçu un questionnaire. Je vous demanderai au départ de bien vouloir avoir des propos introductifs à partir de ce questionnaire. Et ensuite, je laisserai volontiers la parole à tous mes collègues sénateurs ici présents pour vous poser les questions qu'ils souhaitent vous poser. Je vous laisse la parole. Je suppose que c'est Monsieur le Président qui commence. Merci, Monsieur le Président, puis merci à tous, toutes et tous pour votre engagement à nos côtés cet après-midi. Peut-être dans un premier temps, remettre en visibilité ou mettre en visibilité ce qu'est le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, au travers d'abord d'une histoire relativement récente, et puis ensuite des missions qui lui ont été confiées par le législateur. 2018, fin du régime social des indépendants, passage de la grande famille des indépendants au régime général de sécurité sociale et sans doute la perception que la spécificité du travail indépendant nécessite une approche particulière, ou en tout cas une attention particulière, et très vite se profile la création du Conseil de la protection sociale des indépendants, avec cette notion qu'un ensemble qui agirait en faveur de la protection sociale des travailleurs indépendants, un ensemble qui serait caractérisé par une proximité, des conseils en région, par une diversité de missions sur laquelle je vais revenir relativement rapidement tout à l'heure, par une diversité de sa composition, des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants, que je peux nommer dès maintenant, qui sont l'UDP, la CPME, la Chambre nationale des professions libérales et la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, et puis une diversité de l'offre qui est quelque part la représentation d'une garantie du bon traitement par les branches de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Pour rappel, aux alentours de 4,5 millions de travailleurs indépendants et 2,5 millions de retraités, qu'ils soient en droit propre ou en droit dérivé. Ce conseil a la particularité de travailler en étroite proximité au travers de protocoles conventionnels avec les branches de la Sécu qui ont donc récupéré nos travailleurs indépendants, et la branche recouvrement, bien évidemment, les URSSAF, la branche vieillesse au travers des CARSAT, et puis l'assurance maladie. Il n'existe pas, ce que nous pouvons regretter à l'heure qu'il est, de protocole conventionnel avec la branche famille, ce qui ne nous empêche pas au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants de nous intéresser encore plus sur cette mandature au volet branche famille, paternité, maternité, mode de garde des travailleurs indépendants. Des missions diverses, oui, puisque CPSTI, d'abord, est en capacité, Madame la Présidente de la Commission de réglementation prospective, de se prononcer sur des textes qui lui sont soumis. Lui-même, CPSTI, de proposer des modifications substantielles sur le traitement des travailleurs indépendants et sur les offres qui concernent les travailleurs indépendants.
Une mission importante qui est celui de piloter le régime complémentaire de retraite obligatoire des travailleurs indépendants, autrement dit le RCI. Mission particulière qui est celle, j'y reviendrai tout à l'heure, d'offrir une offre extra-légale qui est celle de l'action sanitaire et sociale. Et si je devais tout de suite donner une caractéristique liée à l'outre-mer sur cette action sanitaire et sociale, je retiendrai, j'allais dire immédiatement, 3 épisodes récents de la vie du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. L'engagement de solidarité à Mayotte autour des victimes du cyclone, de la tempête Chido, avec près de 3 millions d'euros qui ont été versés aux travailleurs indépendants concernés. Garance à La Réunion, qui était moindre évidemment et qui a vu mobiliser des fonds d'aide à hauteur de 240 000 euros. Et puis, au-delà de ça, la mise en place que j'ai souhaité dès mon arrivée au Conseil d'actions sanitaires et sociales dans des territoires qui n'en bénéficiaient pas. Et je remercie d'ailleurs à ce titre pour son attention et son accompagnement votre collègue sénatrice, Madame Girardin, puisque nous instaurons à Saint-Pierre-et-Miquelon une action sociale et nous avons mis en place très récemment l'action sanitaire et sociale à Mayotte. Ce qui fait que cet objectif que je m'étais fixé de voir une équité territoriale complète sur le territoire, eh bien, elle est aujourd'hui réussie. Au-delà de ça, ce qui va vous intéresser, c'est la duplication régionale de notre instance et de notre Assemblée générale avec des missions spécifiques locales. C'est-à-dire qu'on ne retient en région que l'offre de services en termes d'action sanitaire et sociale, l'offre de médiation et puis la compétence en recours amiable qui est exercée très localement. Vous aurez compris au travers de mon propos qu'on a une attention spécifique au territoire d'outre-mer. C'était quelque chose d'important, madame. Vous avez parlé d'éloignement. Moi, j'ai tendance à souhaiter justement une forme de proximité renouvelée et une attache particulière à ce qu'il n'y ait pas de différence entre la métropole et l'outre-mer. C'est quelque chose qui est fondamental en fait dans notre approche. On a encore des pistes de réflexion. Nous nous attachons particulièrement à instaurer, par exemple, à Mayotte, une retraite complémentaire qui ne l'est pas à l'heure qu'il est. Nous observons, par une étude approfondie ces derniers jours, qui a été lancée, le volet de la prise de retraite dans des conditions parfois plus compliquées à La Réunion, mais pas spécifiquement également en Antilles-Guyane, pour comprendre comment, dans le cas de difficultés avérées, nous pourrions mieux accompagner ces indépendants qui partent à la retraite. Donc, vous voyez, tout ça pour dire que, quelque part, notre entité, elle est mobilisée autour de ces sujets. Ça, c'est de l'action active au sens global du terme. On a des actions plus spécifiques, moins visibles, qui sont celles de s'intéresser de très près, puisque nous émettons un avis annuel sur la qualité de service rendu aux travailleurs indépendants. Autrement dit, comment, en territoire, les indépendants sont-ils traités? Un exemple simple, par exemple, en termes de délai de versement des prestations d'indemnité journalière, de délai de liquidation des dossiers de pension de retraite, et ainsi de suite. Tout ce qui est la qualité de service qui devrait être rendu aux travailleurs indépendants. Et ça s'applique partout sur les territoires. Peut-être vous mettre en visibilité que pour que cette mission soit parfaitement réussie, je pense en particulier à Antilles-Guyane, nous avons pu constater lors des déplacements sur place que l'éloignement était un vecteur parfois, non pas d'échec, mais en tout cas d'affaiblissement de la qualité à servir correctement les travailleurs indépendants. Et donc ce que je souhaite mettre en visibilité dès maintenant, c'est que le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants porte la nécessité de création
de 3 conseils distincts en Antilles-Guyane, puisque actuellement un seul conseil est compétent pour les 3 territoires, ce qui me semble, pour nous, ce qui nous apparaît quelque part comme un handicap en termes d'appréciation de la qualité de service, en termes de mise en visibilité et de service de nos offres, particulièrement en termes d'action sanitaire et sociale et de médiation. Voilà un petit peu ce que je voulais vous mettre en visibilité à l'heure qu'il est. Et puis évidemment, nous allons pouvoir parcourir les sujets qui nous intéressent et qui, de fait, vous intéressent au demeurant. Merci, madame. Un petit mot, après je passerai. Vous appuyez sur un petit mot, voilà. Oui, alors, donc Valérie Copin, je suis la vice-présidente du CPSTI, donc je crois qu'on se connaît, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Moi, je suis sur le volet commission réglementaire et prospective, une commission qui à la fois se positionne sur les tests qui concernent le travailleur indépendant. Mais au-delà de ça, on s'appuie très régulièrement, en particulier sur les commissions de recours amiables, qui nous aident à faire des évolutions et à voir ce qu'on peut proposer au sein du gouvernement. Et cela, c'est quelque chose qu'on étudie à des commissions qui se réunissent au moins une fois par mois. Et on s'appuie sur les services administratifs qui nous font les différentes études pour voir comment on peut faire évoluer les prestations sociales, entre autres. Et j'ai en tête les 3 derniers sujets, hein, c'était le cumul emploi-retraite, le complément différentiel et le capital décès, qui était un sujet qui revenait très régulièrement par le biais des CRA. Voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est vrai qu'on est là à l'écoute des uns et des autres. La qualité de service est particulièrement importante et nos présidents de commission et les médiateurs aussi sont particulièrement importants. Et je relève ce qu'a dit Monsieur le Président, c'est que le territoire est essentiel. Et si on prône depuis de nombreuses années sur l'établissement de 3 CPSTI, alors pas forcément multipliant évidemment les services administratifs et les administrateurs, évidemment, mais si on veut aider les ressortissants au plus près des territoires, il faut que ceci soit dans chacun des territoires, éviter trop de trajets parce que c'est assez complexe, hein, de ce qu'on a pu remarquer. Et si on veut une qualité de service équitable et juste pour l'ensemble de nos ressortissants, ça nous semble essentiel. Merci. Merci, Monsieur le Président. 2 mots complémentaires. Tout d'abord, pour préciser que le support administratif des CPSTI Antilles-Guyane et La Réunion est assuré par les DRRTI. Il s'agit des directeurs responsables du recouvrement des travailleurs indépendants qui sont rattachés au CGSS, CGSS La Réunion, CGSS Martinique, et qui relèvent de la branche recouvrement. Pour ce dernier CPSTI régional Antilles-Guyane, il bénéficie également de l'appui de DRTI dit relais auprès de la CGSS Guyane et de la CGSS Guadeloupe. Il n'y a pas de salariés du CPSTI en l'espèce. Et le second mot complémentaire pour préciser que concernant la mise en place de l'action sociale à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il s'agit d'une démarche réellement proactive du CPSTI, à la fois au titre de la loi de financement de sécurité sociale et de la loi d'urgence pour Mayotte du 24 février 2025. Merci, Madame, Messieurs. Monsieur Virasamy, je vous laisse volontiers la parole. Oui, bonjour. Bonjour à tous et Vous merci coupé le son. de permettre cette... Oui, pardon? Je peux y aller? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez là maintenant? Allô? Qu'est-ce qu'il fait? Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Je n'ai plus de son. Désolé, mais on vous voit bien, mais on ne vous entend toujours pas. Oui, mais je suis vraiment désolé, mais
Bleu. Vous m'entendez maintenant? Allô? 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 Je ne vous entends pas. Allô? Oui, bonjour, madame la... Oui, non, mais mon micro est bleu, hein, je suis activé. Hein. Oui, mon micro est activé. Je suis en bleu. Donc, le problème vient peut-être de l'interne. Ça marche en effet. Ouais, je suis en bleu. Donc, le micro est activé. Son micro est activé, donc c'est ici. Oui, oui. Son micro est activé, oui. On est toujours trahi par la technique. Vous m'entendez maintenant? Est-ce que j'essaie de dire quelques mots pour voir si vous m'entendez? Allô? Est-ce qu'on m'entend? Allô? Oh là, dommage. Hein? Mais non, ça va faire un bruit énorme. Bon, ben, en attendant. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Mon Dieu. Oui, Bon. oui, oui. Oui, je peux. Je continue à parler pour savoir si vous On ne nous m'entendez. entend toujours pas. Il me semble que vous nous entendez. Oui, tout à fait. Oui. Bon, donc, mets du son, mets du son. Oui, ce qui est Oui, étonnant, est-ce que Monsieur vous le Président, m'entendez là? c'est que j'ai comme quelqu'un qui est en train d'entendre quand il est en visio, quoi, et donc c'est dans la salle que le problème. Oui, ouais. c'est ce qu'on vient de me dire. Bon, bah, écoutez, pour l'instant, on va donc continuer ici dans la salle en attendant que Tout à fait. la technique répare l'incident et que vous puissiez vous exprimer. Et je vais immédiatement donc passer la parole aux collègues dans la salle, en commençant par celle et celui qui ont demandé cette réunion. Et je passe donc la parole d'abord, si vous permettez, Monsieur Lurel, à Madame Le Houerou. Madame la sénatrice, vous avez la parole puisque vous êtes demanderesse. Comme Victorin Lurel est présent dans la salle, je pense que c'est plus D'accord. opportun. Il connaît Moi, je voulais être galant. beaucoup mieux le sujet que moi. Donc moi, je suis plus attentive effectivement au sujet et en soutien, mais aussi attentive à ce que les uns et les autres vont pouvoir nous dire. Mais je pense que Victorin connaît beaucoup mieux le sujet, étant directement concerné en tant que sénateur. D'accord. Donc, merci. On passe la parole au local de l'étape. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer, Monsieur le Président, par vous remercier d'avoir organisé cette réunion. Et Annie Le Houerou, vous avez voulu organiser cette réunion alors que ça a été fait un peu vite. Mais j'avoue que c'est bienvenu parce qu'il me semble que le Sénat, depuis 2019, n'avait pas organisé une audition plénière. Et donc, 2019, c'était un peu la fin de la transition 2018-2020. Il est bon, 6 ans après, de faire le point. Bon, je sais à peu près les positions de mon président du SNEG, Sauver nos entreprises de Guadeloupe, qui a un discours, mais qu'il va probablement développer, qui consiste à dire, pendant cette période-là, un peu avant, depuis 2006, transition 2017, c'est ça, 2018-2020, intégration du régime RSI au sein du régime général. Bon. Et qu'il persiste à dire, et avec des preuves à l'appui, que en fait, le RSI n'a jamais disparu. En tout cas pour les Outre-mer. Ça n'a pas disparu. L'intégration a été très mal vécue par ses adhérents.
et que en termes d'intégration, on ne dira pas fusion, d'intégration de ces régimes-là, on ne sait pas très bien, c'est pas très transparent. Par exemple, je demanderai aux invités qui sont là du CPSTI, quel est le bilan? Combien avait-il en termes de salariés là-bas, dans tous les territoires des Outre-mer intéressés? Quel patrimoine immobilier était à l'œuvre? Comment ça s'est passé pour l'accueil de ce personnel et dans quelles conditions? Quelles sont les différences de salaire? Quel est le régime d'avancement? Est-ce qu'il y a des écarts? Est-ce que ça s'est résorbé et comment ça s'est passé? Ensuite, il y a un vrai problème qui a été ici, a-t-on dit, un Big Bang mal maîtrisé en 2006, avec, comment on a appelé ça, une catastrophe industrielle en 2019-2020. Comment ça s'est passé pour notamment les 292 applications informatiques qui ont donné lieu au système, la nouveau SNV2? Quelle est l'actualité de cette question d'intégration et de décommissionnement, si j'ose dire, de tout ça? Est-ce que vous pourriez nous faire un bilan outre-mer? Est-ce que vous avez des chiffres sur l'avant et sur l'après? Comment ça a été ressenti par les adhérents? Et d'ailleurs, quand je parle adhérents, j'aimerais que vous me précisiez, c'est quoi les indépendants? Est-ce simplement les artisans, c'est déjà beaucoup, les commerçants? Que faites-vous des micro-entrepreneurs? Je pense qu'ils sont intégrés avec quelques modifications. Est-ce qu'il y a les EIRL? Est-ce que très bientôt, vous allez tout absorber la CIPAV et la Caisse nationale pour les professions libérales? Comment ça s'appelle? CNVAVL. C'est ça. Est-ce que à terme, 6 ans après, est-ce que l'intégration pleine et entière des CIPAV ont été faites? Est-ce que le CSTI gère bien les régimes complémentaires? Et je sais aussi qu'il y a une question qui est peut-être relève plutôt de la deuxième table ronde, mais je la pose au CPSTI, sur la gestion des réserves et l'étanchéité entre les différents fonds gérés par le régime général. Est-ce que vous pourriez nous faire un bilan entre l'avant et l'après? Comment c'est accueilli? Combien de points d'accueil? Combien d'accueil physique? Est-ce que les sites Internet marchent? Est-ce que les paiements en ligne ou par carte bancaire, ça marche? Est-ce que vous pourriez nous faire un point? Après, je pense que le président du syndicat SNEG va préciser son vécu. Voilà, je vous pose ces questions-là parce que j'aimerais savoir vraiment, avant, après, comment s'est fait l'intégration, sur quel bilan, sur quels chiffres, et ensuite quels sont les écarts entre les prestations, les prélèvements, est-ce que ça a augmenté par rapport au RSTI, quels sont les droits et quelles sont les difficultés. J'aurai peut-être des questions encore plus techniques après. Mais voilà, vous avez une grosse partie des questions qu'on vous a d'ailleurs adressées par courrier. Donc, je vous laisse le soin de répondre précisément. Merci, Monsieur le Président. Alors, un exercice pour moi qui va être un peu compliqué, puisqu'il va falloir que j'essaie de, quelque part, vous remettre en perspective, on va y arriver, les compétences. Et en face de vous, vous avez une organisation qui n'a pas remplacé le régime social des indépendants. Le régime social des indépendants, il a disparu. Pour répondre à Monsieur le sénateur, l'intégration au régime général a fait que nos indépendants et ceux pour lesquels le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, dans le cadre de la mission que je vous ai décrite tout à l'heure à compétence, il s'agit bien des travailleurs indépendants dits classiques, artisans, commerçants, auxquels on vient ajouter les professions libérales, ainsi que les auto-entrepreneurs. Au régime général, et donc s'agissant des territoires d'outre-mer, CGSS ou caisse de sécurité sociale, ces indépendants sont donc traités comme le Kidam en métropole et bénéficient de prestations qui sont strictement similaires aux indépendants et aux salariés qui sont en métropole.
Le passage au régime général a lissé globalement l'ensemble de l'accès aux droits. Et je dirais que pour les indépendants, il y a un élément déterminant qui a été celui de la condition pour percevoir l'indemnité journalière, qui était celle qui, quelque part, était la plus contestée. Aujourd'hui, l'indépendant perçoit l'indemnité journalière, même s'il n'est pas à jour de cotisation sociale. Donc, le CPSTI, lui, il est là pour s'assurer, vérifier que l'indépendant est bien traité par ces caisses du régime général, et donc s'agissant, la plupart des territoires d'outre-mer, par les CGSS, sur les 3 volets qu'ils concernent, la retraite, la maladie et le recouvrement. Si, historiquement, on se dit qu'avec ce recul de 2019-2025, très globalement, on peut constater que le passage des indépendants au régime général et donc la fin du régime social des indépendants pour le passage au régime général est un élément qui a été un élément favorable pour les travailleurs indépendants. Personne aujourd'hui ne le conteste plus. Alors évidemment, moi je suis là pour représenter la protection sociale et plus globalement la sécurité sociale. J'ai donc quelques peines, permettez-moi ce petit écart, de considérer que des entreprises peuvent être mises en danger à travers des cotisations sociales. Donc, vous me permettrez de prendre un léger recul par rapport à cette option que l'on pourrait avoir. Non, la sécurité sociale ne met pas en péril les entreprises. Non. Nous, on est là pour faire progresser ce niveau de protection sociale, à la fois en termes d'offres de services, d'adaptation de la protection sociale aux particularités, j'ose même dire parfois aux atypicités de l'outre-mer. On est là aussi pour s'assurer que le fonctionnement classique traditionnel est égal quasiment à celui des salariés, voire plus performant. J'en reviens à l'indemnité journalière. Le travailleur indépendant, au travers de l'outil informatique qui lui est dédié, perçoit plus rapidement que le salarié son indemnité journalière, à l'heure qu'il est avec un gain de 3, 4, 5 jours, voire par endroit, 1 semaine. Donc on ne peut pas dire quelque part que la situation sociale, ou en tout cas la vie avec la sécurité sociale du travailleur indépendant, avec cette mutation qui a été opérée, se soit détériorée. Ça, ce n'est pas vrai. Pour aller plus loin et pour vous mettre en perspective les éléments de réponse, des questions que vous avez posées, monsieur le sénateur, n'obtiendront pas de réponse de ma part parce qu'il s'agit de réponses qui relèvent de nos partenaires. Vous avez compris que notre entité, en réalité, fonctionne qu'avec des conventions avec les branches de la sécurité sociale. Donc, en fait, vous avez convié nos collègues de l'URSSAF qui viendront tout à l'heure s'exprimer devant vous. Il y a des questions techniques qui relèvent de leurs compétences, qui ne relèvent pas de celles du CPSTI. Nous ne sommes pas une caisse de sécurité sociale. Je le répète, la caisse de sécurité sociale, ce sont les 3 branches partenaires. Vous avez parlé de la CIPAV, et donc de la caisse de retraite de base et complémentaire des professions libérales, qui continue évidemment d'exister à l'heure qu'il est, et qui est une caisse totalement reconnue. L'allusion que vous avez faite, si je dois l'entendre, monsieur le sénateur, ce sont sans doute le transfert des professions libérales non réglementées au régime complémentaire des indépendants, pour lesquels nous assurons le service de la prestation au travers de notre partenaire, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, sur le régime complémentaire de retraite obligatoire. Vous avez bien voulu évoquer aussi le sujet des réserves. Alors, le mot réserve, c'est un mot que j'ai banni de mon langage, qui n'est plus celui que nous utilisons, parce que ce qui pourrait être considéré comme des réserves, ce sont pour nous des actifs de placement. Alors, vous allez me dire, c'est un jeu sémantique. Non, derrière ces actifs de placement, il y a un engagement. C'est-à-dire que la particularité du régime complémentaire des indépendants est un régime de retraite complémentaire provisionné, avec l'engagement à l'instant T de pouvoir payer à un individu dans 30 ans, de pouvoir lui garantir que dans 30 ans, notre régime sera pérenne et pourra assurer le paiement de ses prestations retraite. Donc, nous ne thésaurisons pas de manière quelque part anormale. Et ces engagements que nous avons, bien évidemment, nous les faisons vivre au travers de ces actifs de placement, nous les faisons vivre au travers, effectivement,
système, ce n'est pas un trésor sur lequel nous serions assis et pour lequel il n'y a pas de reconnaissance légale. Qu'on comprenne bien. Donc, le provisionnement, c'est nos actifs de placement. J'attire l'attention sur le fait qu'on a deux types d'actifs de placement, ceux qui garantissent la pérennité de la retraite, et puis en face, ceux qui relèvent du régime invalidité d'essai, qui sont donc source de financement du capital d'essai, comme le soulignait Madame la vice-présidente, et du régime d'invalidité DTI, qui est également un régime favorable. J'ajoute que sur le capital d'essai, il y a une particularité chez les indépendants, c'est de bénéficier d'un capital d'essai pour les ayants droit s'agissant substantiellement d'une somme de 9 600 € quand on est en activité. Et une atypicité, c'est que les ayants droit d'un indépendant retraité décédé perçoivent un capital d'essai, ont droit au capital d'essai, dans le respect évidemment des critères qui l'entourent, sans restriction de délai. Pour un salarié, c'est dans les 6 mois qui suivent le départ à la retraite. Pour un indépendant, il n'y a pas de délai. Donc voilà, je me permets de vous mettre ça en visibilité. Donc voilà des réponses très globalement aux questions de fond que vous nous avez posées. Alors si on devait entrer dans le détail de la qualité de service, parce que je ne veux pas non plus m'extraire de sujets que vous avez évoqués, la question de fond, c'est les travailleurs indépendants en territoire d'outre-mer sont-ils bien traités par les caisses de sécurité sociale, qu'il s'agisse de caisses locales ou de caisses générales de sécurité sociale? Les chiffres dont on dispose, très globalement, ne font pas ressortir de différences notoires et considérables qui permettraient de nous alarmer sur la manière dont ils sont traités. J'imagine que notre interlocuteur futur va sans doute évoquer des cas précis de difficultés avec les uns ou les autres. Et là encore, il faudrait que tous ces dossiers qui relèvent soit du recours amiable, soit de la médiation, puissent être portés à notre connaissance. Je vais vous mettre un chiffre en visibilité qui, pour une fois, ne concerne pas Antilles-Guyane, mais concerne la Réunion. La Réunion ne représente, dans notre volumétrie globale de médiation, 0,2%. Ça veut dire que très globalement, si je dois le dire d'une manière plus forte, la médiation n'existe pas à La Réunion. J'imagine qu'il y a des dossiers qui nécessitent un suivi, qui nécessitent une approche particulière, humaine. Ça ne se pratique pas à La Réunion. Pourquoi? Donc vous voyez que nous aussi, nous nous interrogeons légitimement sur ces sujets. Nous avons cet avantage d'avoir des médiateurs, et que ça n'existe nulle part ailleurs dans la sécurité sociale, des médiateurs indépendants qui ne sont pas des salariés des caisses de sécurité sociale. S'agissant de La Réunion, nous avons un médiateur, mais en Antilles-Guyane, la spécificité veut qu'on ait un médiateur par territoire, et il y a une activité très générale, elle est de l'ordre de 2,4 par rapport au volume national versus 0,2 à La Réunion en Antilles-Guyane. On peut alimenter encore, s'il y a des sujets de dossiers qui posent souci, on peut alimenter la médiation. Donc vous voyez que nous, CPSTI, on a dans notre offre des éléments qui doivent nous permettre à la fois de vérifier que ça se passe bien, et si vous imaginez bien qu'on a des volumétries de recours amiable et des volumétries de saisine de médiation sur des thématiques récurrentes, on se met immédiatement en alerte. Et vous imaginez qu'on revient vers la CGSS en disant qu'est-ce qui se passe sur telle ou telle thématique. Donc vous voyez, nous, ce rôle de vigie qu'on a, j'ai employé tout à l'heure le mot de garantie. Garantie égale garant. Nous sommes les garants de la bonne protection sociale et du bon traitement des travailleurs indépendants où qu'ils se trouvent. Donc il faut que, en cas de dysfonctionnement, nous ayons ces remontées. Et franchement, on ne peut pas dire qu'on ait des volumétries significatives de dysfonctionnement qui nous soient signalées en territoire d'outre-mer, même si l'on sait qu'il y a des sujets parfois spécifiques qui posent question. Et ça, je ne vais pas le nier. Je l'avais cité tout à l'heure, le départ à la retraite, compte tenu parfois du faible taux de cotisation en direction de la retraite obligatoire, mais aussi de la retraite complémentaire, est un sujet, et on ne botte pas en touche là-dessus. Croyez-moi. Monsieur Lurel, je vous laisse... et puis après, on donne la parole à Monsieur Virasani. Oui, à Monsieur Virasani. La technique est remise en place. Oui, très bien. Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'accusation. Hein. Je demande à avoir un bilan un peu chiffré
avec vos appréciations après, disons, pratiquement 6 ans d'exercice, et tout à l'heure, depuis le 1er janvier 2006, de nouvelles cotisations, de nouveaux prélèvements, et j'espère des prestations peut-être revalorisées. Votre mission, l'une de vos missions, c'est bien le pilotage des régimes de retraite complémentaires et d'invalidité d'essai et gestion de leur patrimoine financier. Vous avez également dans votre mission la coordination et le contrôle des instances régionales, les IRP-STI. Bon, j'aimerais savoir comment ça se passe dans les Outre-mer. Comment avez-vous réussi à suivre, si j'ose dire, la gestion et le suivi, la surveillance de l'application des règles de la protection sociale dans les Outre-mer? Ici, en Hexagone, on a plus d'informations. Là-bas, moi, je ne sais pas. C'est vraiment une opacité totale. Comment, sur ces missions-là, au-delà des missions consultatives, cette mission de pilotage, comment est-elle réalisée dans les Outre-mer? Ensuite, dernière question, vous ne m'avez pas tout à fait répondu, sur, c'est vrai que je ne vais peut-être pas poser sur la représentativité. Comment aujourd'hui les professions au niveau national sont représentées? Est-ce qu'ils sont élus ou désignés? Et comment ça se fait au niveau, disons, local, régional? Comment c'est fait? Est-ce que vous pourriez me répondre un avant, un après? Alors, directement sur la représentativité, j'ai fait allusion tout à l'heure, mais je peux entrer un peu plus dans le détail, si vous voulez. Il y a tous les 4 ans une mesure de représentativité qui est quelque part l'exercice délicat de mesurer le poids de chaque organisation professionnelle en termes de représentativité des travailleurs indépendants. Donc il y a une mesure de représentativité des dites organisations professionnelles qui n'est pas limitative, puisque nous avons connu un temps au-delà de nos 4 organisations actuelles, je le rappelle, qui sont donc l'UDP, la CPME, la Chambre nationale des professions libérales et la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, il y avait le mouvement des entreprises de France. Cette mesure de représentativité, il y a des seuils inférieurs, de ça desquels il n'y a pas de représentativité constatée des travailleurs indépendants parce que la volumétrie d'adhérents est insuffisante, quelque part, pour prétendre représenter les travailleurs indépendants. Donc la récente mesure qui a permis à la mandature 2026 de s'installer a fait ressortir une représentativité que je viens de vous citer. Et pour entrer plus dans le détail encore, sur 22 postes à notre Assemblée générale, elle a permis d'attribuer à l'Union des entreprises de proximité 10 postes. Il y a peu de contentieux avec l'UDP. Pourquoi vous évoquez le sujet de contentieux? Il faut mettre du son. En 2019, le président de l'UDP protestait en disant qu'il ne comprend pas, on n'est pas au sein de l'Assemblée générale, on n'est pas représenté, donc c'est pas représentatif. Et que, est-ce qu'il y a encore quelques suites, quelques séquelles ou quelques malaises, toujours? Non, alors nous, on a une instance qui n'est pas sujette à quelque part, à quelque contestation que ce soit, à l'heure qu'il est. Et donc, non, l'UDP est bien représentative de 10 sièges, la CPME de 6 sièges, et les 6 derniers sièges restants sont partagés de manière égale entre la Chambre nationale des professions libérales et la FNAE. Ce qui fait que très globalement, cette population, on ne peut pas le nier, forte de l'auto-entrepreneur et représentée de manière substantielle dans notre instance, et que les tendances, quelles qu'elles soient, les professions libérales y étant avec la CNPL et avec l'UDP, puisque l'UNAPL, l'Union nationale des professions libérales, n'a pas de représentativité propre à une représentativité qui est incluse avec celle de l'Union des entreprises de proximité. Les tendances, très globalement, les tendances sont toutes représentées. Et j'ai le plaisir de présider une instance qui, quelque part, est une instance sereine et qui travaille en parfaite osmose dans l'intérêt, moi je le dis toujours, parce que nous ne sommes là que pour l'intérêt des travailleurs indépendants. Nous ne sommes légitimes que pour ça. Vous imaginez bien que cette instance jeune, puisqu'elle ne fêtera ses 10 ans que dans 2 petites années, cette instance jeune, il faut la légitimer. Il fallait la légitimer. Je considère aujourd'hui, très globalement, sauf à me voir contredit, que c'est fait, parce qu'elle a fait ses preuves.
elle fait ses preuves parce qu'elle prend des initiatives. Parfois, elle transgresse un peu. Si je prends l'exemple des 3 millions d'euros d'action sociale à Mayotte, nous n'avions aucune obligation, puisque Mayotte n'était pas dans notre ressort de compétences. Eh bien, cette envie de solidarité, au travers de cette souplesse de gestion de nos actifs de placement que nous avons, et grâce aussi au soutien de la direction de la sécurité sociale, nous a permis de débloquer 3 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est cette vision qu'il faut qu'on essaie de, quelque part, de vous faire comprendre, cette vision d'initiative, de proximité, de réactivité que l'on a. Derrière, c'est aussi la mise en œuvre grâce à nos partenaires. Parce que, vous savez, c'est très facile pour nous, si je prends un exemple simple, d'accorder 3 millions d'euros aux travailleurs indépendants mahorais touchés par Chido. Mais derrière, si on n'a pas l'URSSAF, si on n'a pas les caisses primaires d'assurance maladie et la famille qui, quelque part, ont fait un effort considérable pour trouver les relevés d'identité bancaire des indépendants mahorais pour lesquels l'URSSAF n'en disposait que très peu, eh bien, nous n'aurions pas versé ces 3 millions d'euros d'action sanitaire et sociale. Donc, vous voyez, il faut que vous compreniez cette différence parfois que l'on porte au travers de cette souplesse que l'on a de fonctionner, qui nous permet de prendre des initiatives parfois originales, qui ne sont pas toujours bien comprises, mais qu'on finit par faire appuyer, par faire reconnaître comme étant parfaitement légitimes et quelque part opportunes, je dirais. J'espère avoir, de ce point de vue, répondu à l'essentiel de vos interrogations. Certaines réponses à vos questions seront forcément celles qui vous seront passées par nos collègues de l'URSSAF. Merci. Si vous permettez, je passe la parole à Monsieur Virasamy, qui nous a attendus patiemment. Je vous passe la parole immédiatement, Oui, Monsieur le Président. Oui, c'est pas une douleur pour moi de vous attendre puisque j'ai eu beaucoup d'informations. Et donc, j'aimerais dire bonjour à cette assemblée déjà au départ et dire merci de me permettre cet échange à propos des travailleurs indépendants. Mais permettez quand même, avant que le chronomètre ne soit déclenché, que je puisse faire un petit point sur la méthode que je vais utiliser, puisque le temps qui m'a été imparti est très limité. Et donc, mais avant, je voudrais apporter une précision. En parlant de la CIPAV, nous avons des éléments qui tendent à prouver que la CIPAV a été supprimée, je dis bien supprimée, au 1er janvier 2023. Donc aujourd'hui, si le RSI n'est plus d'actualité, la CIPAV ne l'est plus non plus. Mais ça, nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Alors, 5 à 8 minutes pour un sujet aussi épineux et complexe, cela n'a pas été facile pour moi d'extraire l'essentiel pour une bonne communication. Le canevas que je vous propose est le suivant. 1 minute pour la présentation pour l'association SNEG et son objet, 5 à 7 minutes pour la présentation des dysfonctionnements rencontrés par les indépendants. Sachant que mon axe de communication se portera sous le RSI, Régime social des indépendants, il est néanmoins important de garder en mémoire l'identification des indépendants selon leur statut. Il s'agit donc de auto-entrepreneurs, micro-entreprises réelles simplifiées, le statut EIRL étant supprimé depuis 2022. Nous sommes donc des TNS, des travailleurs non salariés. Pour information, j'ai transmis à M. Kalami des dossiers en dématérialisé que nous mettons à votre disposition si vous le souhaitez. Il s'agit d'un dossier estampillé RSI, le cauchemar des indépendants, collectif des indépendants de la sécurité sociale et retraite des indépendants, le cauchemar. Et donc, si nous sommes d'accord, je peux commencer maintenant. Alors, présentation du SNEG. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes association loi 1901 et notre objet, c'est la défense des indépendants partout où il est attaqué. Et donc, nous faisons de ce combat-là un cheval de bataille que nous comptons bien mener jusqu'au bout. Nous avons un conseil d'administration de 7 personnes. Nous avons actuellement 73 adhérents à jour de cotisation et nous faisons pratiquement tous les 6 mois une conférence d'information et que les salles sont remplies à chaque fois. Et je dois vous dire aussi que quand j'entends que est-ce qu'il y a beaucoup de personnes en difficulté, c'est tous les jours que je reçois des adhérents qui me traduisent leurs souffrances et leurs douleurs parce qu'ils ne font qu'une seule chose, c'est travailler et donner de l'argent à l'URSSAF, à la sécurité sociale, sans en voir le bout. Alors donc, je vais entamer ma communication avec vous. J'entends depuis 2020 que le RSI est mort. Nous affirmons que le RSI est bien vivant, il a simplement changé de veste.
En 2006, le RSI prend naissance dans une ambiguïté totale. Il a un numéro de SIRET ainsi qu'un numéro de sirène, ce qui fait de lui une entreprise tout à fait ordinaire. Son existence a tout de même été validée dans les départements, d'une part par l'ordonnance de 2005 et d'autre part par l'approbation de statut, ce qui crée une ambiguïté totale. En 2008, ce RSI s'est doté d'un logiciel, le logiciel SNV2. Ce SNV2 n'était rien d'autre qu'un programme, et comme tout programme, pour qu'il fonctionne, il lui fallait des données. Quoi de plus naturel que de récupérer ces données auprès du logiciel Taïga des URSSAF, avec les noms, prénoms, date de naissance et immatriculation, ainsi qu'auprès du logiciel SCR chargé de la collecte des retraites. À l'issue de ce mariage, il y a eu un bug informatique, les trois systèmes étant incompatibles. Cela s'est soldé par des dysfonctionnements qui n'ont jamais été réparés à ce jour. Rapport de la Cour des comptes en atteste. Les conséquences, des taxations d'office, des calculs insincères, des créances exorbitantes, des mises en demeure et contraintes d'huissiers sans aucune base sincère, des mises à jour et des radiations arbitraires et l'écrasement de millions de données. Résultat, des fermetures et des disparitions d'entreprises, des suicides en cascade chez les artisans, les commerçants et les agriculteurs. Alors je pose une question, pourquoi devant autant de suicides, il n'y a pas eu d'enquête sur ces suicidés? En plus des interrogations chez les politiques, mon association a écrit des tonnes de courriers. Et s'il n'y a pas d'informations auprès du national, il faut s'interroger, je dis bien il faut s'interroger sur l'échange qu'il devrait y avoir entre la CGSS Guadeloupe et le national. Mais là où la gangrène grandit, malgré les textes de loi pourtant votés et non abrogés, la Sécurité sociale et les URSSAF ne respectent rien. Ils ont contourné et même bafoué les lois. Par exemple, l'article 1353 du Code civil, le créancier doit apporter la preuve de sa créance. La loi Pinel de 2014, plus adaptée aux travailleurs indépendants, et surtout l'article 2022-172 du 14 février 2022 est entré en vigueur le 15 mai 2022. Depuis cette loi, le patrimoine professionnel est strictement séparé du patrimoine personnel. La loi dit que le patrimoine personnel est insaisissable. Nous constatons de nos jours un pillage énorme sur les comptes personnels des indépendants au mépris de cette loi. Il y a aussi la prescription des 5 ans qui n'est pas appliquée. Le contradictoire est non proposé aux personnes qui font la contestation. Depuis 11 ans, les parlementaires de Guadeloupe ainsi que la délégation outre-mer des députés de l'Assemblée nationale ont accordé au SNEG une attention particulière sur ce sujet. C'est ainsi que le député Mathiasin, appuyé fortement par le député Califère, fin 2025, ont arraché le vote d'un amendement dans lequel ils obtiennent l'engagement du gouvernement à faire le point sur les difficultés liées au RSI depuis 20 ans. Le député Califère a aussi saisi l'IGAS par rapport à ces sujets. Le sénateur Théophile, votre collègue, a obtenu un moratoire sur 60 mois avec suppression des pénalités à partir du 1er janvier 2026, à ce jour non appliqué par la CGSS Guadeloupe. Le RSI a fait des placements avec les cotisations des affiliés. Cela a rapporté 18,8 milliards. À notre demande, le député Mathiasin a demandé, par une question écrite parue au journal officiel du 16 octobre 2018, où sont passés nos 18,8 milliards. Il a eu une réponse 2 ans après sur 1 milliard, soi-disant justifié par la Covid. D'accord, si on peut accepter de perdre 1 milliard. Mais où sont donc passés les 17 autres milliards? Là encore, aucune réponse de la part de la CGSS ni par rapport aux URSSAF. Enfin, nous attirons votre attention sur la soi-disant transition du RSI vers la SSI de 2018 à 2020. Le député Mathiasin et moi-même avons demandé à l'Assemblée nationale de nous fournir le rapport sur cette transition, ainsi que le décret de suppression du RSI. À ce jour, aucune réponse. Des indiscrétions laissent transpirer qu'il n'existe aucun rapport. Nous confirmons donc que si aucun rapport ni aucun décret ne peuvent attester de la mort du RSI, la preuve est ainsi faite que le RSI est bien vivant, ce qui confirme que le travail de fossoyeur du logiciel SNV2 continue. En conclusion, puisque le temps qui m'est imparti est très court, en conclusion, je ne crois pas un seul instant que cette noble assemblée perdrait son temps à m'auditionner. Je mesure donc l'importance et l'intérêt
que vous accordez à cet empoisonnement administratif inoculé aux 4 millions de travailleurs indépendants. Nous affirmons qu'à ce jour, malgré les condamnations, notamment des politiques, de la Cour des comptes, des textes de loi, les recommandations des parlementaires, la Sécurité sociale et les URSSAF ne respectent pas les lois, ce qui met en grave péril le fonctionnement des entreprises. Vous découvrirez dans les contributions transmises tous les éléments qui nous permettent d'affirmer devant cette Assemblée que le RSI est bien vivant et que le principal problème des indépendants, c'est le mode de calcul et le logiciel SNV2. Il ne s'agit pas pour nous de ne pas payer, mais il s'agit de bien payer. Nous confirmons que la Sécurité sociale et les URSSAF n'ont pris aucune mesure depuis 20 ans pour rectifier les drames que vivent les indépendants. Nous ne pouvons pas faire un coup de gomme sur le passif du RSI car les problèmes sont intimement liés au cauchemar de ces petits patrons. Les ayants droit des suicidés méritent la vérité par le biais au moins d'une enquête parlementaire. Il y a des responsables et doivent répondre de l'absence d'enquête. Alors, pour terminer, nous réclamons la clarification des statuts du RSI, la certification des comptes du RSI depuis 2006, une mission parlementaire sous le RSI et les suicidés, l'intervention du PNF sous la disparition des 18,8 milliards, une enquête sur les suspicions de placement dans les paradis fiscaux par l'OPCVM du groupe Amundi, une expertise indépendante du logiciel SNV2, un remplacement du logiciel SNV2, la mise à disposition du rapport de la transition s'il existe, l'application stricte et unique de la loi Pinel de 2014, le respect de l'article 1353 du Code civil, l'application stricte de l'article 2022-172 du 14 février, la revalorisation des pensions de retraite des artisans commerçants avec prise en compte de ceux qui ont une carrière hachée, parce que s'ils ont eu une carrière hachée, c'est à cause des dysfonctionnements du RSI, la déclaration des revenus annuels et non trimestriels qui fait un drame terrible dans nos déclarations de revenus, la restitution de toutes les sommes indûment perçues. Et pour terminer, permettez-moi que je termine sous cette citation de Jules César, avant qu'il ne traverse le fleuve Rubicon. Allez à Jacques Taès, traduction, le sort en est jeté. Merci pour votre écoute et je suis à votre disposition pour toutes les questions. Merci beaucoup. La parole est à la Défense. Merci, Monsieur le Président. Alors, évidemment, aucune intention de ma part de me défendre, puisque je pense que j'ai donné des éléments qui vont plutôt viser à nous renforcer, plutôt qu'à nous défendre. Premier élément, j'ai compris que nous étions en appui et à l'écoute des travailleurs indépendants, et particulièrement de ceux qui sont dans la difficulté, puisque c'est l'essence même de notre existence, accompagner et mettre la sécurité sociale, la protection sociale au cœur des sujets. Après, évidemment, quand on a une approche de contestation de la légitimité même de la sécurité sociale, le dialogue est plus difficile, certes. Mais nous allons essayer de nous prêter à l'exercice. D'abord, sur la partie technique, monsieur est parfaitement renseigné, il a pu nous citer le nom de multiples outils utilisés, qui ont été utilisés ou encore utilisés par le recouvrement, entre autres, et donc je vais l'inviter à demander ces précisions aux interlocuteurs de l'URSSAF qui seront là tout à l'heure. Pour parler plus clairement sur ce qui nous incombe et qui est la gestion, et pour lequel on a été visé, c'est-à-dire, ça m'embête un peu d'ailleurs, désolé de le dire, mais j'ai au moins cet avantage de la sincérité, de m'abaisser à répondre à quelque chose de complètement irrationnel, c'est-à-dire la disparition de 18 milliards. Mais monsieur, les 18 milliards se sont transformés aujourd'hui en quelque chose de solide qui vous permettra, si vous êtes travailleur indépendant, d'avoir la garantie de percevoir votre retraite le moment voulu pendant toute votre existence. Si un travailleur indépendant aujourd'hui installé en Guadeloupe, s'inscrivant à l'INPI en tant que travailleur indépendant, a la certitude qu'il percevra jusqu'à la fin de sa vie la retraite qui sera celle, en partie, qui lui est due au titre du régime complémentaire obligatoire de retraite, eh bien c'est parce que nous pilotons et nous gérons ce que vous appelez ces réserves.
Alors les 18 milliards aujourd'hui, c'est 25 milliards et demi. 24 milliards sur la retraite complémentaire, 1,5 milliard sur le régime invalidité décès. Je vous invite, c'est sur le net et très facile à se procurer, d'aller consulter le rapport, la certification des comptes du CPSTI, le rapport de la Cour des comptes, le dernier étant de mai 2025, où vous retrouverez non seulement les 18 milliards, mais ceux qui sont venus s'y ajouter en termes de garantie, puisque nos effectifs étant croissants, vous apercevrez que la nécessité d'actifs plus dynamiques, plus forts et plus substantiels se fait. Donc vous êtes rassurés, 18 milliards n'ont pas disparu. 1 milliard, effectivement, aurait pu disparaître si nous ne savions pas où il était allé. Et je vais très clairement vous expliquer, ce milliard, c'est un milliard de solidarité. C'est ce que le CPST appelait le milliard Covid. C'est-à-dire que l'Assemblée générale du CPSTI, soutenue par la tutelle, a reversé aux indépendants qui avaient versé leur cotisation régime complémentaire à hauteur de mémoire de 1 250 € cette cotisation de manière à lui permettre d'avoir un soutien temporaire au moment de cette crise du Covid. Donc ce n'est pas 1 milliard qui a été gaspillé, c'est 1 milliard qui a été reversé. Et vous imaginez bien, s'agissant de 4 années passées, que ce milliard a été très largement reconstitué. Vous dire aussi que cette gestion, notre position de gestionnaire des actifs de placement, eh bien, elle ne nous rend pas inactifs. Par exemple, réforme des retraites 2023. Qu'est-ce que constate le CPSTI? Que les salariés, je fais simple, hein, que les salariés qui bénéficient d'une carrière complète, 120 trimestres, ainsi de suite, pourront bénéficier de 85% du SMIC net. Ça n'intéresse pas les travailleurs indépendants. Que fait le CPSTI grâce à ses actifs de placement? Eh bien, il met en place le complément différentiel qui fait que pour les travailleurs indépendants qui n'étaient pas concernés par la réforme des retraites 23, eh bien, à partir du 1er janvier 2027, pour ce qu'on appelle le flux, c'est-à-dire ceux qui vont prendre leur retraite, à partir du 1er janvier 28, pour ceux qui sont en stock et qui ont déjà pris leur retraite, en clair, eh bien, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2027, les carrières complètes au prorata de ce qu'ils auront cotisé au régime complémentaire des indépendants se verront, et qui sont au-dessous évidemment de la somme que je viens de vous citer, se verront gratifiés d'un complément différentiel qui viendra les approcher des 85% du SMIC net. Vous voyez que quand on vous dit on pilote, on gère, et nous on vient amener du service aux travailleurs indépendants, on a rétabli une forme d'inéquité issue de la réforme des retraites 23 qui ne s'adressait pas aux travailleurs indépendants. Donc vous voyez, j'essaie de vous mettre ça en visibilité pour vous montrer, parce que l'image que vous donnez du CPSTI, je dis bien parce que moi je ne parle pas au nom d'une entité qui a été, entre guillemets, moi je ne parle pas de mort, ça n'a aucun intérêt, dont on a décidé de la fin en 2018. Donc dire que le RSI existe aujourd'hui, quelque part, est une erreur monumentale qui n'a que 7-8 ans de retard. Vous affirmez que la CIPAV n'existe plus, je vous invite à aller regarder sur n'importe quel site internet, vous allez retrouver ce qu'est la CIPAV, comment elle est pilotée. Des élections viennent de se tenir et un conseil d'administration de la CIPAV a été très récemment mis en place en janvier dernier. Donc, si vous voulez, moi, vous pouvez affirmer toutes sortes de contre-vérités. Moi, je suis obligé, quelque part, de rétablir la part de vérité officielle, celle de la réalité. Bon, voilà un peu ce que je pouvais vous répondre, en espérant, parce que moi, mon objectif n'est pas de m'opposer à vous, cher monsieur, il est de vous convaincre que parfois, vous avez des constats, sans doute, qui sont justes et pour lesquels il y aurait nécessité d'aller plus loin. Moi, je vous invite à rencontrer nos instances sur le territoire dont vous parlez, donc, qui est le CPSTI Antilles-Guyane, et dont je rends hommage pour l'implication à sa présidente, André Jean-Marie Victoire. Si vous avez des dossiers, si vous avez des sujets, allez lui soumettre, allez leur présenter, mais ne laissez pas entendre que le CPSTI, certes, au travers de son instance régionale, mais les branches de la sécurité sociale laisseraient au bord du chemin d'une manière qui serait quasi indécente nos travailleurs indépendants. Je ne peux pas vous laisser dire ça, vous l'accepterez. Après, moi, vous avez toute légitimité pour exprimer les propos que vous avez tenus, mais vérifiez certaines sources qui sont très surannées
et qui, quelque part, n'ont aucun intérêt à alimenter le débat que nous avons cet après-midi. Je suis désolé de vous le dire d'une manière aussi franche, mais c'est ce qui caractérise ma personnalité et elle ne changera pas. Monsieur Virasamy, pour une réaction. Oui, Puis j'apporte un élément. allez-y. Oui, alors, j'entends bien, hein, et c'est normal, hein, puisque vous représentez une branche, hein, je peux comprendre parfaitement que, bec et ongle, vous allez défendre votre position. Mais moi, je fais confiance aux parlementaires qui sont là pour faire voter et respecter les lois. Quand un parlementaire, en la personne du député Mathiasin, fait une question écrite pour demander des informations sur un sujet bien précis, hein, et notamment sur la disparition des 18 milliards 8, je dis bien 18 milliards 8, hein, et qu'il n'a pas de réponse. On peut ne pas me répondre à moi, c'est pas grave, mais un parlementaire qui demande où sont passés ces 18 milliards 8 et qui n'a pas de retour, hein, là, ça me pose un problème. Quand un parlementaire demande le rapport de la transition du RSI vers la SSI et qu'il n'a pas de réponse à ce jour, ça pose un problème. Mais quand vous parlez de retraite, je suis fort aise d'entendre que ce sera rectifié en 2027, au 1er janvier 2027, et c'est de bonne guerre. Mais quand je m'aperçois que depuis des années et des années, les travailleurs indépendants qui, malheureusement, à cause du logiciel SNV2, ont une carrière hachée et qui ne perçoivent que 15 à 50, voire 150 euros de retraite par mois, alors qu'ils sont partis à la retraite, pour ceux qui ont une carrière pleine, sont partis à la retraite et 2 ans après, ils commencent à percevoir leur pension de retraite, ça me pose un problème. Quand un salarié, un patron, cotise pour son salarié, je dis bien pour son salarié, hein, sur 41 annuités, qui cotise 236 000 euros pour ces 41 annuités, et qu'un travailleur indépendant cotise, lui, à ce moment-là, plus de 500 000 euros pour 41 annuités, et que le salarié puisse toucher entre 1 000 et 1 200 euros de pension de retraite, et que l'indépendant ne puisse percevoir que 475 euros pour ceux qui ont une carrière pleine, eh bien, je m'interroge fortement. Et donc, pour revenir à la CIPAV, je vous confirme que j'ai en ma possession un document officiel qui atteste, hein, que la la CIPAV a bien disparu, hein, et ce qui serait sous le gâteau, c'est que pendant cette année 2023, hein, la CIPAV a demandé aux huissiers d'aller sous les comptes personnels des travailleurs indépendants qui travaillent avec la CIPAV, et ils ont pillé, je dis bien pillé, ne laissant même pas les 30% de survie, ils ont pillé les comptes personnels des travailleurs indépendants. Alors, je veux bien que vous puissiez prendre la défense de votre structure, et ça, je respecte ça. Mais quand même, je vous invite à échanger quand vous le voudrez. Je me mets à votre disposition pour vous apporter tous les éléments nécessaires qui vous permettront d'avoir une idée beaucoup plus nuancée de ce que vous dites. Merci. On a au moins eu l'avantage de vous mettre en contact les uns avec les autres. Madame Copin. Merci, Monsieur le Président. Non, mais moi, écoutez, je suis enchantée d'échanger ce jour avec Monsieur, parce que effectivement, il y a plein de questions, il y a plein de légendes urbaines sur tout ce qui touche les cotisations des travailleurs indépendants. Alors, je voudrais juste recaler quand même un petit peu la chose. Nous sommes des travailleurs indépendants nous-mêmes. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous avez face à vous un artisan et un commerçant. On n'a pas les professionnels libéraux, mais voilà. Et j'ai eu la chance de siéger à l'époque au RSI. J'ai vécu la transition. À l'époque, et là où je vous rejoins, hein, on était particulièrement inquiets sur les fonds de retraite complémentaires, hein, les fameux 25,5 milliards de réserves qui nous inquiétaient, puisqu'on s'était dit qu'on risquait peut-être d'avoir une OPA sur ces fonds qui sont particulièrement bien gérés, avec un rendement supérieur d'ailleurs à celui des salariés. Et on peut le dire aujourd'hui, on restera vigilant dans le futur. Et certes, c'est peut-être une sémantique, Monsieur le Président, mais c'est une sémantique importante. Ce sont des réserves, mais ce sont les cotisations de nos artisans commerçants et qui servent nos retraités d'aujourd'hui et de demain. Voilà, ça c'est le premier sujet, mais ça n'a pas disparu dans des fonds cachés quelque part dans des îles lointaines.
Sur le sujet du personnel du RSI, alors je me souviens bien de la fin, la transition du RSI, où notre personnel à 99,9% a été dispatché dans les différentes branches, et fort heureusement d'ailleurs, parce que c'est eux qui ont les connaissances et qui forment à l'heure actuelle les services techniques qui rendent encore le service à nos travailleurs indépendants. Monsieur le sénateur, je reviens sur le petit sujet, mais qui a été précisé par monsieur concernant les EURL, les auto-entrepreneurs, les professionnels libéraux. Effectivement, peu importe la taille de l'entreprise, hein, vous pouvez avoir le travailleur indépendant artisan qui est tout seul avec sa caisse à outils, et vous pouvez avoir le gestionnaire d'une grosse société avec 150, 200, 250 salariés qui lui-même est travailleur non salarié. Ça, ce sont après des choix, mais vous avez toute taille d'entreprise et vous avez toutes les branches qui sont représentées. Chez nous, voilà, commerçants, artisans, professionnels libéraux, vous avez des avocats qui siègent chez nous. Sur la proximité, je vous engage effectivement à vous rapprocher de vos instances locales, qui siègent d'ailleurs au national. On a des séminaires qui se portent chaque année, 2 fois par an, et vos représentants viennent nous voir et nous font remonter les difficultés et les spécificités de votre terrain, qui nous ont d'ailleurs amenés à faire cette demande d'avoir 3 CPSTI, je le répète, Guadeloupe, Guyane et Martinique. Voilà. Sujet, alors là je vais faire un petit peu de communication, ce qui me semble particulièrement important. On a parlé aussi, il me semble tout à l'heure, de site internet, monsieur le sénateur. Important pour moi, hein, qui siège pour le CPSTI, donc au GIP Union Retraite, qui gère le site maretraite.fr. Je vous engage à en faire fortement la publicité. Peu importe l'âge de nos ressortissants, il faut qu'ils s'inscrivent impérativement sur ce site pour qu'ils puissent se rendre compte que parfois, effectivement, par le passé, à l'époque où les retraites, c'était que du papier, il pourrait peut-être manquer des trimestres. Donc, il faut aller chercher ça. Mesdames, vous avez aussi parfois un manque de trimestres sur vos enfants, donc il faut aller réclamer le dépôt de ces trimestres pour enfants. C'est important pour la fin de carrière et important pour qu'on puisse liquider la carrière plus rapidement. Voilà, et éviter de perdre du temps à ce moment-là. Donc le site maretraite.fr, inscrivez-vous aussi impérativement sur le site Sécu Indépendant et sur le site URSSAF, par lequel vous pouvez moduler, parce que là je l'ai vu dans vos questions, quelles sont les difficultés des travailleurs indépendants. Pour certains, on a des revenus qui sont très fluctuants. Et il est important de pouvoir adapter vos cotisations en fonction de votre activité ou d'un accident de la vie. Hein. Vous avez la partie action sanitaire et sociale qui a été évoquée par monsieur le président, mais on est aussi là pour aider les ressortissants en cas de difficulté, pour étaler des paiements, voire les suspendre le temps que nécessaire. Je reviens d'ailleurs sur l'aide CPSTI Covid, le fameux milliard ou le milliard 2 dont vous avez voulu parler tout à l'heure. Il est important aussi de préciser que ça continue à valider les trimestres malgré tout. Voilà, donc ça n'a pas eu d'importance sur des carrières éventuellement hachées. Là où je vous rejoins, monsieur, c'est que effectivement, les dettes sont des dettes personnelles. Les dettes sociales sont des dettes personnelles. Voilà, donc ça, effectivement, on va aller les chercher. Mais par contre, après, voilà, selon le statut, ce qui est protégé dans la loi grisée, hein, entre guillemets, c'était les biens du chef d'entreprise dans le cadre d'une société. Que je crois qu'on a déjà abordé le sujet, où je mettrai un petit bémol, parce que souvent, nos amis les banquiers ont une nette tendance à aller se garantir sur nos biens personnels. Voilà. Merci, monsieur Lurel. Puis après, madame Doineau, qui avait demandé une question. Non? OK. Oui, pour rester sur le CPSTI, dites-moi, c'est bien l'ACOS qui gère vos réserves? Alors, oui, alors tout à fait, on n'en a pas parlé, on a une commission. Je finis la question, oui, madame. C'est bien l'ACOS? Oui. Bon, je serais intéressé de savoir comment c'est géré, comment c'est placé. Est-ce que c'est les spécialistes de France Trésor qui font ça, ou de l'URSSAF, ou des autres caisses? Bon, bref, c'est bien ça. La Cour des comptes se plaignait que vous, CPSTI, vous ne receviez pas assez de documents des différentes branches de la Sécu. Est-ce que c'est réglé cette affaire-là? C'était pas assez documenté et assez étayé. Est-ce que vous pourriez nous ça? Aujourd'hui, quel est votre budget administratif?
c'est décidé par le gouvernement. Quel est aujourd'hui votre budget administratif? Combien de TP avez-vous aujourd'hui au niveau national et aussi dans les 3 caisses que vous évoquez, mais j'imagine aussi pour la Réunion et Mayotte? Oui, Olivier, je vais juste répondre sur la partie placement, et puis après je te laisse sur la partie plus budget administratif, qui est forfaitaire d'ailleurs. Donc oui, alors quand on a une commission de placement, on a oublié d'en parler, hein, qui a été fortement soutenue par la DSS avec un apport en personnel. On n'est évidemment pas tout seul avec la commission, on a les services de la COS, mais aussi on fait appel à des cabinets spécialisés pour nous guider. Dans le cadre de ma commission, on fait par le biais de la CNAV aussi chaque année un bilan pour être sûr de respecter l'ensemble des devoirs que l'on doit et des critères paramétriques. Ça nous semble absolument nécessaire, même si on n'a pas cette obligation annuelle. Pour ma part, c'est quand même important et on ne doit pas piloter à vue. Voilà. Alors oui, tout à fait. La CNAV se base toujours sur toutes les statistiques qui sont à leur disposition. Alors je vais dire une bêtise, mais Olivier va certainement me corriger parce qu'on a la direction des statistiques de l'ACOS qui travaille avec nous et qui est présente systématiquement à toutes nos commissions, qu'elles soient finances ou commission réglementaire. Et c'est là-dessus qu'on se base et que les études sont faites. Après, l'étude obligatoire, c'est tous les 3 ans. Nous, on a une visibilité à l'année. Et effectivement, qu'on a des grands cabinets qui nous aident en fonction de l'état de nos réserves. Et on a effectivement une partie de réserve placement pur et on a une partie qui est en placement immobilier physique. On a les deux. Et on arbitre là-dessus. Mais c'est pas fini. En fait, vous avez... On a de tout. On a de tout. On a des placements d'État, on a des placements en fonds actions, on a beaucoup de fonds, on a du non-coté, du côté. On est très encadré, on est un organisme de sécurité sociale, hein, comme tous, donc on est véritablement surveillé et tant mieux. Hein, on a des représentants du gouvernement qui sont présents et qui posent aussi énormément de questions, sans oublier des personnalités qualifiées de très haut niveau. Et on se rapproche aussi d'autres organismes de retraite complémentaire pour échanger sur nos pratiques et voir ce qu'on peut améliorer, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Sur la partie budget administratif, je laisserai Olivier intervenir. Monsieur le sénateur, effectivement, je vous confirme que la loi a fixé une délégation de gestion des actifs de placement du RCI et du RIDI à l'URSSAF Caisse Nationale. Donc ce sont des salariés, des collaborateurs de l'URSSAF Caisse Nationale qui procèdent à cette activité. Pour cela, elle s'appuie avec des collaborations, notamment de la CNAV et de la CNAM. Madame la vice-présidente a évoqué les relations au titre de la politique actuarielle qui procèdent effectivement à une activité dense et complexe et qui permettent d'obtenir des résultats. Ces éléments amènent à ce qu'il y ait une certification des comptes depuis plusieurs exercices désormais. Le président Couillot en a parlé tout à l'heure. Donc il y a des rapports qui sont mis en ligne. Vous pouvez les retrouver sur le site de la Cour des comptes notamment. Ce sont ces éléments qui font l'objet d'un pilotage, d'une orientation par la commission des placements RCI-RIDI du CPSTI. Donc il y a une collaboration extrêmement forte entre les représentants des assurés, incarnés par les membres, les conseillers de l'Assemblée générale du CPSTI et les services techniques. Ces éléments s'appuient sur des protocoles conventionnels, c'est-à-dire que le CPSTI signe des protocoles conventionnels avec les directions générales de la CNAV, de l'URSSAF Caisse Nationale et de la CNAM, avec des droits-obligations et notamment la mise à disposition de moyens. Comme nous l'avons rappelé en ouverture, il n'y a pas de salariés du CPSTI, il y a des collaborateurs du régime général qui œuvrent pour la mise en œuvre de ces compétences. Les coûts de gestion annuels sont d'environ 160 millions d'euros.
et le budget de gestion administrative du CPSTI, qui est constitué essentiellement d'éléments relatifs à la prise en charge des frais et indemnités des conseillers et aux frais de gouvernance, et de 4 millions d'euros environ chaque année. Merci. Nous vous adresserons, monsieur le sénateur, des éléments extrêmement précis sur les ETP, et cela nous permettra d'ailleurs de préciser que les éléments évoqués concernant les documentations ne sont en tout cas pas d'actualité, puisqu'il y a un fort investissement des services des 3 caisses nationales pour contribuer au fonctionnement des commissions nationales, pour mettre en œuvre les compétences évoquées comme les avis qualité de service, les avis concernant la protection sociale, les éléments de gestion directe. Donc il y a une présence constante et continue de représentants de ces caisses au niveau administratif, juridique, financier, pour accompagner les représentants des travailleurs indépendants dans l'exercice de leur mission. Merci bien. Madame Nadil, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, permettez-moi d'abord de remercier Monsieur Virasamy, le président du SNEC, qui est avec nous cet après-midi en visio, pour sa rectitude et la constance dans ses propos et la défense des entreprises guadeloupéennes. Permettez-moi aussi de vous remercier, Mesdames et Messieurs, pour vos premiers propos. Mais j'ai une difficulté cet après-midi dans la mesure où je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette différence. Vous avez l'air satisfait ici de ce que vous apportez aux entreprises. Et je suis en difficulté parce que sur mon territoire et dans d'autres territoires, puisque j'ai été dans les îles du Nord récemment avec ma collègue, la rapporteure générale Elisabeth Doineau, dans le cadre de notre rapport sur la LODEOM, il y a une difficulté avec la CGSS. Donc, permettez-moi de vous dire que je ne me retrouve pas dans vos propos. Il y a des difficultés. Et j'aimerais vous demander, êtes-vous satisfait de vos retours et de votre travail sur les territoires ultramarins? Merci beaucoup. Alors, si vous voulez, Madame la sénatrice, nous n'avons pas, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais nous ne disposons pas, et peut-être pourriez-vous être politiquement les uns les autres, au-delà des organisations professionnelles, les relais, mais nous n'avons pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, de retour substantiel, significatif d'une mauvaise qualité de service rendu aux travailleurs indépendants dans les territoires d'outre-mer. J'ai noté monsieur tout à l'heure qui parlait de retraite, de délai de liquidation de retraite. Je ne parle pas des sommes avancées, hein, je n'avance pas sur ce terrain-là, mais au niveau de délai de liquidation, si les propos de monsieur sont véridiques et que je les ai bien entendus, effectivement, là, il y a un sujet. Mais il ne faut pas que ce soit un sujet épistolaire, si vous voulez, qui ne se retrouve pas de manière... Alors moi, quand je parle de volume, ce n'est pas de gros volume, hein, qu'on se comprenne bien. Déjà, pour moi, un travailleur indépendant qui n'est pas traité de manière raisonnable, c'est déjà inacceptable. Donc, autant vous dire que si j'avais le constat, si nous avions le constat qu'il y a des délais de liquidation de pension de retraite, à titre d'exemple, je l'exprimais tout à l'heure, des délais de prestation d'indemnité journalière qui ne soient pas dans les règles qu'on considère comme des standards, nous interviendrions. Donc, vous voyez, nous n'avons pas, c'est pas quelque chose qu'on veut cacher, hein, j'espère que vous comprenez que nous, en fait, monsieur m'a dit, vous défendez votre branche. Moi, je n'ai pas de branche. Je ne suis pas une branche de sécurité sociale. Je suis là justement pour garantir, avec mes pairs et avec nos représentations régionales, que nos travailleurs indépendants soient bien traités, je le répète. Donc nous n'avons aucun intérêt à blanchir un tableau qui serait noir, qu'on se comprenne bien. Nous, ce qu'on veut, c'est que les travailleurs indépendants soient traités équitablement, voire de manière plus performante, compte tenu justement de leur spécificité et de ce risque qu'ils ont au travers de difficultés personnelles, de voir leur entreprise parfois mise en péril, leur foyer personnel mis en péril, leur vie, parce qu'un travailleur indépendant, un entrepreneur, c'est différent, évidemment, d'un salarié sans avoir aucune velléité envers les salariés. Donc, vous voyez, ne nous voyez pas comme des gens qui devrions défendre qui que ce soit. On n'a pas du tout cette vertu, hein. Nous, on veut être là pour s'assurer que le service va bien. Si, d'un côté, quand on fait des remontées qualité de service, on a des retours de la CGSS en termes de chiffres que l'on peut quand même considérer comme factuels et honnêtes, qui nous sont fournis, qu'on n'a pas de remontée d'indépendants au travers soit des organisations professionnelles, soit directement, soit au travers, par exemple, des relations qu'ils peuvent avoir avec les élus, qu'ils soient locaux ou à dimension nationale. Moi, j'ai pas d'éléments, si vous voulez, je ne dispose pas d'éléments.
Si à la vue d'un nombre de dossiers qui serait suffisamment significatif, on se disait il y a quelque chose qui ne va pas, vous imaginez bien qu'on interviendrait. Donc nous, on est vraiment là, comprenez-le comme ça, on est vraiment là pour aider, on est vraiment là pour être à portée d'eux et pour accompagner. J'ai personne à défendre, nous n'avons personne à défendre là-dedans, objectivement. Alors, pour que vous puissiez aider, que vous faut-il? Qu'est-ce qu'il faut vous remonter? Est-ce que c'est à la CGSS Guadeloupe, en l'occurrence, de vous faire remonter les éléments? Qui doit vous faire remonter les éléments? Dites-moi. L'interlocuteur privilégié localement, c'est le CPSTI Antilles-Guyane, donc qui a des représentants à la fois, évidemment, sur l'ensemble des territoires, mais évidemment en Guadeloupe. Le médiateur guadeloupéen. Et puis, au-delà de ça, vous pouvez nous saisir directement à l'Assemblée générale du CPSTI. Nous, on est très joignable. Vous avez compris que nous étions une très, très petite organisation. Donc, échelle complètement humaine. Une volonté suffisamment exprimée de ma part, le secrétaire général le sait, de ne rien laisser passer, de répondre et de s'intéresser à tout dossier qui nous est soumis. Donc moi, si vous voulez, je viendrai à découvrir aujourd'hui qu'il y a des volumes significatifs en Guadeloupe d'indépendants qui ne soient pas bien traités ou insuffisamment bien retraités. Je le découvrirai. Je n'ai pas d'éléments à ma disposition actuellement. Le secrétaire général qui représente là le directeur du CPSTI peut en attester. Donc vous voyez, j'essaie en fait, je vous tends la main. Si vous avez des éléments, saisissez-nous. Et c'est évidemment avec plaisir qu'on y répondra. Vous savez, nous, on a les chiffres de la médiation. Je vous ai dit 2,4% de la volumétrie nationale, ce qui est faible. Le recours amiable. Valérie Copin a en charge le recours amiable. Eh bien, nous n'avons pas, quelque part, en termes de recours amiable, de clignotant d'alerte en Guadeloupe, puisqu'on parle plus précisément de la Guadeloupe. Vous voyez, après, on a des dispositifs, par contre, qui fonctionnent. L'action sanitaire et sociale, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de remarque particulière à faire en Antilles-Guyane. C'est tout à fait bien mené. Vous voyez, donc j'ai... Ça marche pour Mayotte et la Réunion et Garance, mais ça marche, l'action sociale? Vous êtes satisfait des sommes engagées? Alors, la somme engagée, c'est sur Antilles-Guyane, un peu moins d'1 million d'euros, sur de l'extra légal. Hein. On parle bien d'extra légal. Oui. Donc pour nous, c'est significatif à l'échelon du territoire. On n'a pas, là encore, on n'enregistre pas de réclamation laissant à penser que notre politique d'action sanitaire et sociale menée en Antilles-Guyane n'est pas adaptée. Vous êtes satisfait du nombre de personnes physiquement reçues, du nombre de connexions Internet? Là, c'est encore autre chose. Là, vous voyez, là, oui, non, mais c'est la réalité. Et vous êtes chargé du suivi de la qualité de l'offre de service. Pardon. Oui, c'est vrai. Monsieur Lurel. Beaucoup. Vous êtes quand même chargé de ce suivi, la qualité du service. C'est l'accueil, c'est les délais, c'est la somme de contentieux. Il y a les recours amiables, mais quel est le volume de contentieux? C'est vrai que j'enregistre que la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, de Martinique et de la Guyane n'ont pas fait remonter des bilans, ni des appréciations, ni que des enquêtes auraient été faites, ni que des informations pédagogiques auraient été faites en radio, en télévision. Je n'ai jamais vu ça personnellement. Et là, il y a quand même, c'est vrai, entre le ressenti vécu par les artisans et ce que nous entendons, c'est vrai, on a un peu de mal. Moi, je me contente de vous poser des questions techniques. J'aimerais bien avoir que notre commission ait des bilans, des chiffres, des comptes pour se faire une idée entre ce que nous avons fait en 2019, 6 ans après, quelle est la réalité du terrain et la réalité administrative et financière. On va, avant que vous répondiez, M. Virasamy lève la main depuis tout à l'heure. On le laisse poser sa question. Allez-y, M. Virasamy. Oui, alors je plussois parfaitement aux interrogations du sénateur Lurel et de la sénatrice Nadine, puisque ce sont des personnes avec qui je travaille en permanence, et donc nous échangerons. Et donc, je suis fort aise à nouveau d'entendre le représentant de la CPSTI dire devant cette Assemblée qu'il n'a pas de remontée. Eh bien, sachez, monsieur, que je rencontre en permanence, j'ai rencontré les 3 derniers directeurs de la CGSS Guadeloupe, monsieur Jean Véron, monsieur Casano et actuellement monsieur Dallot. J'ai eu d'excellents rapports avec madame Légeron, directrice du recouvrement des URSAF.
Et donc, monsieur Baltilde, aujourd'hui, qui représente les URSSAF, j'ai d'excellents rapports. Et donc, en permanence, j'envoie mes dossiers brûlants, mes interrogations. Hein, et donc, si ces dossiers-là ne viennent pas jusqu'à vous, vous avez un problème de passerelle. Parce que normalement, la CGSS Guadeloupe devrait vous envoyer des éléments pour vous permettre de bâtir un argumentaire, au moins une enquête. Mais là où je voudrais insister, et c'est très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont suicidées à cause justement de saisies arbitraires qui ont eu lieu. Et je rappelle qu'avant 2022, il y a une confusion, c'est-à-dire qu'au niveau des... Alors, quand vous êtes en société et que votre entreprise est liquidée, eh bien, le liquidateur fait très attention à ne pas toucher les biens personnels, le patrimoine personnel de ce chef d'entreprise. Or, jusqu'à 2022, il y a eu une confusion pour les travailleurs indépendants où on allait autant sous les comptes bancaires professionnels que sous les comptes bancaires personnels. Et donc, il a été voté, je vous invite fortement à consulter cette loi, l'article 2022-172 du 14 février 2022 est entré en vigueur le 15 mai 2022, qui sépare, je dis bien qui sépare, le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Or, on voit que la Sécurité sociale dépêche les commissaires de justice pour aller sous les comptes personnels de tout le monde, hein, alors même qu'ils n'ont pas d'injonction du tribunal. Parce que je rappelle que la Sécurité sociale et les URSSAF sont des organismes de droit privé. Pour qu'ils puissent exiger d'un huissier qu'il puisse aller sous les comptes sans qu'il y ait d'injonction du tribunal, je vous laisse penser comment on peut qualifier cela. Or, il se trouve que le seul moment où cet huissier ou cette CGSS est habilité à aller sous les comptes personnels, c'est s'il y a une dénonciation de fraude. Donc, pour l'instant, ce que je voudrais vous informer, vous demander, c'est avez-vous l'intention, cette Assemblée a-t-elle l'intention de faire une expertise, et notamment la CPSTI, avez-vous l'intention de faire une expertise justement de ce comportement de la CGSS et des URSSAF qui pillent les comptes personnels des travailleurs indépendants sans même laisser, je dis bien sans même laisser, les 30% de survie obligatoires sous le compte? Parce que quand ils passent, ils vont sur tous les comptes, alors que depuis 2022, ils sont autorisés à aller uniquement sous les comptes professionnels. Et donc, j'interpelle cette Assemblée pour que leur quête au moins soit menée et qu'il y ait des résultats en conséquence. Merci, monsieur. Je vous laisse répondre. Oui. Après, Madame la Présidente aura des choses à nous dire également. Je laisserai la parole ensuite au secrétaire général, mais simplement pour rebondir à la fois sur les propos de monsieur, puis Madame la sénatrice, vous savez, nous sommes, au sens noble du terme, des politiques. Politique, ça vient en opposition ou en complément de l'administration. Et très objectivement, si vous pensez, si vous lisez dans mes arrière-pensées, vous imaginez bien que si je propose et si j'insiste pour que nous obtenions 3 CPSTI en Antilles-Guyane, c'est bien parce que je considère que l'échelon politique ramené à la dimension de votre territoire et de vos territoires respectifs a une importance. L'éloignement du siège du CPSTI actuel, qui est en Martinique, avec, disons-le, une répartition géographique des conseillers du CPSTI Antilles-Guyane qui n'est pas forcément satisfaisante. Et j'estime, vous voyez, pour ne pas ni parler de Guadeloupe ni de Martinique, je parlais de la Guyane qui est largement sous-représentée. Eh bien, quelque part, c'est déjà un élément de réponse. La proximité d'une instance politique en capacité d'aller discuter, monsieur citait Jean Véron, par exemple, qui est parti, mais quelqu'un qu'on a connu, eh bien, ça a une autre dimension que d'avoir quelqu'un qui est un interlocuteur peu connu, qui se situe, par exemple, en Martinique, ou qui se situerait, parce que rien ne l'interdirait d'avoir un président ou une présidente de CPSTI en Guyane, à des milliers de kilomètres. Sur le relationnel local, la spécificité locale. Et j'ai compris en me déplaçant sur le territoire ces différences que je n'avais absolument pas appréhendées en étant ici, dans mon mandat, eh bien, je pense que c'est une nécessité. Et c'est un des éléments. Je ne vous dis pas que c'est la solution à nos problèmes. En tout cas, aux problèmes que vous nous soumettez, pour lesquels, j'espère, on pourra avancer dans l'analyse et puis aller plus loin s'il y a réellement des difficultés notoires. Eh bien, je pense que cette notion de proximité, elle ne se réglera qu'au travers de la création d'un CPSTI dédié dans chaque
partie. Ça n'intéresse évidemment pas la Réunion qui est dotée de ce CPSTI et qui fonctionne plutôt bien. Mais l'engagement, ce que je trouve, vous voyez, pour aller plus loin dans la description que je vais vous faire, je trouve qu'on a un engagement fort des politiques en Antilles-Guyane. Et avec des politiques engagées telles qu'on les a au travers de nos organisations professionnelles, sans faire aucune différence entre les unes et les autres, je pense qu'on peut faire du bon travail. En attendant ça, il faut qu'on puisse avancer et on va compter sur vous puisqu'on ouvre aujourd'hui une forme de chantier sur des problèmes qui ne nous apparaissent pas. Monsieur le secrétaire général. Merci, Monsieur le Président. Pour continuer à répondre à Monsieur le Sénateur très rapidement, nous avons eu 170 dossiers en commission de recours amiable Antilles-Guyane l'année dernière, ce qui correspond grosso modo au niveau des exercices antérieurs hors période Covid et reprise du recouvrement, bien évidemment. Tout à fait. Je souhaiterais également remettre en visibilité le rôle, les fonctions et le recours constitué par la médiation du CPSTI, et notamment la médiation de Guadeloupe. Nous diffuserons les contacts pour la joindre et pour saisir cette institution. C'est extrêmement important car justement cela permet de trouver une médiane, de rapprocher l'organisme de l'assuré, parfois face à des complexités juridiques et administratives qui nécessitent un accompagnement poussé. Et enfin, un mot pour insister sur le fait que les modalités de financement de la gestion administrative, du budget d'action sanitaire et sociale et des coûts de gestion du CPSTI assurent une autonomie par rapport à l'exercice de ces activités, car il s'agit d'un prélèvement sur les cotisations du RCI, du RIDI, fixées par protocole conventionnel. Merci. Je vais passer la parole à Madame Jacques. Juste avant, nous qui sommes des politiques et qui essayons d'exercer cela avec toute la noblesse nécessaire, je voudrais juste ajouter ce que vous venez de dire est extrêmement important. La meilleure façon de régler le problème, c'est la proximité. Madame Jacques. Merci, Président. Et effectivement, des éléments qui remontent, il y a un vrai problème de simplification, à mon sens, et de proximité. Et pour vous prendre un exemple basique, Saint-Barthélemy était affilié à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et les entreprises avaient énormément de mal à cause de cette distance. Et en 2015, donc, la Caisse de prévoyance sociale est devenue un guichet de la MSA Sèvres-Vienne. Et dans le cadre des travaux avec notre collègue Elisabeth Douaneau et Solange Nadi, qui sont venus à Saint-Marc, nous avons rencontré les experts comptables, puisque 95% des entreprises font leur déclaration par le biais des experts comptables. Et il a été remonté un vrai souci avec la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Ils nous ont d'ailleurs supplié de ne pas rebasculer les entreprises vers la CGSS parce il y avait des difficultés de discussion, de connexion, d'éléments à leur niveau et dans des retours. Donc, je pense qu'à la base, il y a un souci peut-être de simplification, de visibilité ou aussi peut-être de contact à ce niveau-là, peut-être creuser, voir ce qui ne va pas, ce qui ne passe pas à ce niveau-là, et puis après, petit à petit, essayer je peux comprendre ce monsieur lorsqu'il dit que on se retrouve avec des redressements alors que les gens n'ont pas été, les entreprises n'ont pas été prévenues à l'avance, et tout cela pourrait inciter à aller à travailler vers tout ce qui concerne l'informel, compte tenu des complexités auxquelles se retrouvent les petites entreprises, sachant que le tissu économique en Outre-mer est composé majoritairement de très petites ou de petites entreprises. Donc voilà, moi ce que je dirais, ce serait de trouver par le biais de la discussion, peut-être pas lancer une enquête spécifiquement,
une enquête, mais essayer de creuser pour comprendre vraiment ce qu'il faudrait dénouer pour fluidifier la transmission des informations. Voilà, mesdames, messieurs, ça pourrait servir de conclusion pratiquement pour cette première réunion. Juste si je retiens, je vais vous remercier parce que d'abord, Monsieur Virasamy, vous allez bientôt être coupé techniquement parlant, hein, pas volontairement, mais techniquement parlant. Nos administrateurs vont bientôt couper la liaison, donc merci d'être Mais permettez-vous juste de saluer la sénatrice Jacques, avec qui j'ai eu un bel échange au Sénat il n'y a pas longtemps, il y a quelques temps, et j'en garde un souvenir impérissable. Impérissable, quelle chance. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Je retiens, moi, une leçon de toutes ces conversations extrêmement intéressantes. Proximité, discussion, contact. Merci à vous et bonne fin de journée. On va recevoir ceux qui vous suivent dans nos travaux, c'est-à-dire l'URSSAF, je crois. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne fin de journée. Merci beaucoup et merci, Monsieur Virasamy. Vos propos me touchent. Vous faites rentrer les suivants. Bonne soirée, à bientôt.
Bien, mais mes chers collègues,